François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft, jusqu'au 6 janvier 1926, ce qui nous fait exactement 370 journées répertoriées dans son petit agenda, quelque chose d'exceptionnel pour ce qui concerne la littérature au jour le jour. Les trajets, on va voir aujourd'hui les heures de sommeil, les questions de repas, les questions d'argent. On a tout ça qui tient en 3-4 lignes et qu'il développe en journaux plus rédigés à l'intention de ces deux tantes restées à Providence, mais toutes les lettres n'ont pas été conservées, ou dans des échanges quotidiens par courrier avec son épouse, Sonia. C'est pour elle, c'est pour s'installer ensemble qu'en mai 1924, elle s'était installée à Brooklyn, Flatbush Avenue, non, dans le quartier Flatbush, Parkside Avenue, un grand appartement puisque Sonia avait lancé une boutique de nouveautés, 5e avenue, mais problème de santé, tout s'est volatilisé l'été dernier, donc on entre dans cette phase de transition. Lovecraft, depuis 1921-1922, grâce à une application beaucoup plus ancienne qui date de 1915, dans une association de journalistes amateurs qui comporte des instances. Bien, lui, c'était Boston, mais il y avait aussi dans le Wisconsin, il y avait aussi à Cleveland, dans l'Ohio, et d'autres, tout un réseau qui s'est développé là, et Sonia, qui, elle, s'impliquait pour la même association, New York. C'est comme ça que s'est fait la rencontre. Lovecraft, en 1923, a pris la présidence au niveau national de l'association de journalisme amateur. Cette année, c'est Sonia qui en exerce le rôle, qui aurait dû en exercer le rôle. Lui en reste le directeur éditorial. En juillet, il va revoir encore publication qu'il va entièrement gérer, choisir, éditer, corriger. Et c'est dans cet organe, par cet organe de journalisme amateur, qu'il a glissé d'articles scientifiques ou philosophiques, enfin de comptes rendus philosophiques ou scientifiques, petit à petit à des contenus littéraires. Et lui-même a publié des suites de fiction qui portent totalement sa marque, qui vont être, cette année 1925, reprises dans un nouveau magazine, lancé lui aussi en fin 1923, Weird Tales, qui va donc republier ses premiers embryons d'histoire. Et au terme de l'année New York, Lovecraft revient à Providence. Et il n'y sera pas le reclus qu'on veut bien imaginer. Il y aura toujours ces pratiques de marche nocturne, en général au moins 20 km par jour, ou tous les 2 jours quand il s'agit de dormir une nuit sur 2. Et puis chaque printemps, hop là, il s'échappe, comme New York. Lovecraft, il n'a jamais supporté New York. Bah ouais, mais pourtant il y reviendra quasiment tous les ans ou plusieurs fois par an, mais sans y habiter. Mais en particulier venir à chaque vacances de Noël chez ses amis Belknap Long. Désolé de remettre ça à plat, désolé de volatiliser quelques mythes bien commodes. Cette figure-là, habillée en costume du... Non, il n'est pas habillé du tout en costume du XVIIIe siècle. Il se revendique de la syntaxe et de la langue du XVIIIe siècle pour un écart et mieux attraper le présent. Et nous, toute cette année-là de confrontation à la ville, aux transitions, aux mutations, c'est cette relation au présent dont on cherche les instances, les marqueurs. Non, elle ne détermine pas la fiction, mais dans le grand saut, le saut dans l'inconnu de la fiction, c'est évidemment toute cette fresque du temps qui se superpose à la fresque souterraine des livres, de la littérature depuis la plus antique, qui va cristalliser, catalyser dans ces récits qui, pour nous, sont des figures d'imaginaire associées à une époque particulière, le surgissement de la radio, les trains, le téléphone, l'exploration
inconnus du fond des océans, les conquêtes aériennes, les survols des pôles nord ou sud en avion, tout ça se rejoint et s'annule parce que ce qui compte, c'est le saut mental, cette figure du saut dans l'inconnu. Et ça, qu'on la retrouve chez Edgar Poe, qu'on la retrouve chez Jorge Luis Borges. J'allais dire tous deux admirateurs de Lovecraft. Non, confondons pas. Je me souviens très bien. Il paraît qu'ils l'ont tout refaite. L'Athenaeum Library, la petite bibliothèque municipale, la Benefit Street. Je sais, est-ce qu'on aurait dû leur interdire? Parce que le miracle, quand moi j'y suis allé en 2015, en 2017, quand tu rentrais dans cette vieille bibliothèque municipale avec encore les casiers, avec les petites fiches pour les ouvrages, il y avait un buste de Lovecraft à l'entrée. Mais figurez-vous qu'ils l'ont supprimé, la mauvaise presse à Lovecraft là-bas. Et pourtant, à Providence, là, il va à la cafétéria, jusqu'en dessous du 169 Clinton Street. C'est là qu'il lit le journal, ces journaux attachés là sur des gros rouleaux. Eh bien, à Providence, ce sera fini les cafétérias, mais il ira tous les jours à cette bibliothèque municipale et au sous-sol, il y a la salle où on peut lire les journaux. On s'assoit dans un vieux fauteuil, je me suis assis dans ce vieux fauteuil vénérable avec la même fenêtre, le même découpage de bâtiments et de ciel, où 90 ans avant moi, Lovecraft venait tous les jours lire le journal, et 90 ans avant Lovecraft, et c'est pour ça qu'il venait là dans ce fauteuil, Edgar Poe, dans son séjour long à Providence, il avait son amoureuse, lui aussi, Benefit Street, lisait là, lui aussi, le journal. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche en soi, ça donne aucune vérité, aucune instance, ça ne donne pas on ne devient pas un fan ou tout ce vocabulaire. Non, mais ce sont ces traces matérielles qu'on cherche comme étant ce par quoi on doit passer, nous, dans notre présent, pour accéder au récit, à l'écriture. Et on peut travailler cette instance-là en tant que telle, à condition soi-même d'aller rejoindre ces instances. Et je crois qu'à déplier comme ça, jour après jour, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est le 80e envoi. Ça fait 80 jours exactement. Des fois, ça me panique. Tu te dis, oh là là, comment tu vas tenir 370 jours? Ouais, mais mine de rien, là, s'installe une routine, s'installe un socle. Routine, ça veut dire quoi? Non, c'est une méthodologie. Tu commences à voir comment, chaque fois, tu peux aller juste te contenter d'une petite parcelle, te contenter d'un petit timbre-poste. Et c'est d'assembler. Vous savez, comme autrefois, ces beaux albums de timbres, tu feuilletais, tu avais une feuille en cellophane, une autre feuille noire avec des petits transparents, et puis les timbres que tu glissais avec une petite pince à épiler à l'intérieur, et tu voyageais comme ça dans le monde entier, ou la planche concernant les animaux, ou la planche concernant... Mais je crois que c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire, chaque point contient la globalité. Chaque point n'est pas la globalité. Chaque point est une image de cette globalité possible, et c'est justement parce que jour après jour, ces petits timbres-postes ne s'adaptent pas, ne collent pas, que vibre derrière quelque chose de plus général, de plus global. Alors, 80e envoi, on est donc le 22 mars, on est un dimanche, toujours une journée de décalage. Nous, c'est le 22 mars et c'est un samedi. Pour eux, c'est un dimanche. Eh bien, tout de suite, ordi, mars 1925, et on va entrer. C'était première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. On finit là. Il y a un mot biffé. Kirk et Lovecraft sont revenus tard, là, au 169, après une équipée à Manhattan. Alors, il n'y a pas se lever à midi, comme d'habitude, ou se lever de bonne heure, ou... non, là, pour une fois, Lovecraft ne nous dit rien, alors qu'ensuite, vous voyez, lundi, up late, donc c'est late, c'est que... non, c'est pas midi, c'est bien après. Ensuite, ce sera up noon, up late, up noon. Mais non, aujourd'hui, on a juste qu'à 13h, 1 p.m., Kirk retire or Kirk return.
Kirk était avec lui en cette fin de matinée. Est-ce que Kirk même a roupillé sur le canapé pendant que lui, Lovecraft, était sur cette espèce de chaise Maurice, un fauteuil rembourré qu'il a fait réparer il n'y a pas très longtemps, avec les pieds là, sur une sorte de prie-dieu récupéré de sa mère. Et c'est là, en fait, où il lit, où il dort, où il vit, quoi. En tout cas, là, ça restera les petites énigmes du concret. En tout cas, à 13 heures. Alors, est-ce que Kirk, en fin de matinée, est descendu au Tiffany chercher 2 cafés, s'est arrêté au passage en disant, bon, c'est pas grave, mais c'est ce côté concret qui... Qu'est-ce qu'on met de ce concret dans l'écriture? Comment l'écriture se décide et se travaille en amont du moment où on écrit? Et ça, je pense que dans ce genre de document, là, tous les jours, ces petites notations, on peut là entrer et en faire la table de travail. C'est ça, là, moi, qui m'emmène. En tout cas, à 13h, HPL Take Walk. Monsieur s'en va se promener. Peut-être vous avez remarqué que en janvier, c'était pas évident, parce qu'il y avait le blizzard, il y avait la pluie, il y avait le froid, il y avait la neige, etc. Mais le printemps est arrivé, c'était hier, il y avait un article dans le journal qui nous le prouvait, et ça fait plusieurs fois que le dimanche, Lovecraft, ou Lovecraft et Sonia, ou Lovecraft et Kirk, encore qu'avec Kirk, leurs expéditions, leurs explorations, exploration trip, c'est vraiment se glisser dans les interstices de la ville. Bien souvent, le dimanche, il y a ça, la grande sortie, la grande balade. Alors aujourd'hui, la grande balade, ça va être Prospect Park. Et puis là, une suite de petites notations. Quaker Cemetery, Lookout Hill, Old Fish Garden, Vale Cashmere, puis Walk Union Street, over Canal, back to 169, retour à la maison au 169. Il va faire cette balade et il revient donc juste avant sunset, juste avant le crépuscule. Là, c'est les initiales, c'est Reinhard Kleiner. Note au sujet de Kleiner, peut-être pour le journal amateur. Un appel SL, c'est toujours Samuel Loveman. Encore un petit moment de lecture. George Kirk, à son tour, qui appelle. Et on ira se faire une grande bringue centre-ville en redescendant à Manhattan, probablement en métro puisque rien d'autre n'est spécifié. On va manger à l'automate, comme souvent. On retrouve Loveman et on va dans ce bistrot, le Double R. On en a déjà parlé. Pour l'instant, si on suivait cette promenade, alors allons-y. Allons directement dans la carte. On va entrer ici, Brooklyn, 169 Clinton Street. Go! Et c'est parti! Nous y voilà! Brooklyn, 169 Clinton Street. Un petit coup d'œil de reprise globale. Voilà Manhattan, Battery Park, les ferries pour Staten Island, les 2 ponts, le Manhattan Bridge, le Brooklyn Bridge piétonnier qu'ils empruntent si souvent avec City Hall, et puis bien sûr Greenwich Village, et le quartier de Broadway dont on a parlé hier, où ils sont allés voir cette Georgian Room. Et sur Brooklyn, évidemment, ces zones-là qui ici sont très industrielles. Quand on tourne ici dans Dumbo en suivant l'East River, ces quartiers qui étaient si magnifiques il y a quelques années. Louise Bourgeois avait son atelier quelque part par ici et maintenant tout a été reconstruit à un rythme. La ville s'en est ressaisie pour en faire presque un luxe. Pensez avec cette vue sur Manhattan avec le coucher de soleil, qu'est-ce que c'est formidable. Brooklyn Heights, donc cette partie populaire, dense, très dense de Brooklyn, au-dessus des piers,
là le canal dont on va parler, toute cette partie qui s'appelle Red Hook, qui est vraiment la zone de transit, mais l'arrivée aussi de toutes les immigrations. De l'autre côté, on a les piers ici, là, qui sont les grands bateaux de ligne pour l'Europe et tout ça. On a près de la Statue de la Liberté, Ellis Island, qui est la zone de quarantaine et de tri. Mais ça, relisez Pérec pour avoir entré là vraiment dans ce que ça représente au niveau de notre histoire collective, commune. Et au-dessus, là, donc, on a le City Hall, le centre de Brooklyn. Et c'est quand même une sacrée marche, si vous avez suivi là, la Flatbush Avenue. Oui, mais ça, la marche, Lovecraft, il connaît. Et on arrive à ce grand Prospect Park. Donc là, il y va à pied. On a le Brooklyn Museum qu'il a visité tout récemment avec Sonia. Il y a une petite partie zoologique, encore un petit peu, enfin en tout cas qui n'a rien à voir ni avec Central Park, ni avec le zoo du Bronx. Mais là aussi, il s'est rendu récemment avec Sonia. C'est un lieu pour lui, le Prospect Park, qui est aussi un lieu, on va le voir, de lecture. Et puis, quand le temps va encore un petit peu se réchauffer en mai, juin, juillet, un lieu d'écriture. Lovecraft écrit. Ben oui, tu as ton écritoire sur les genoux, tu ouvres l'écritoire, il y a du papier à lettres, et des enveloppes, on peut faire son courrier, ou on peut écrire aussi de la fiction dans ces petits carnets. Et c'est donc à Prospect Park qu'il se rend. C'est que maintenant, aujourd'hui, on a fait une plage pour les chiens. Oh, les bons toutous, ça ne risque pas de l'intéresser. Mais c'est dans ce Prospect Park donc qu'il va se rendre à Lookout Hill, cette partie ici qui est le point le plus élevé de Prospect Park. Ici, il y a ce petit cimetière très discret que je pense que dans ce moment-là de première moitié du XXe siècle, seuls les habitués savent l'existence de ces petits recoins et d'un vieux cimetière Quakers là, dans l'immensité de Prospect Park. Et on a ici, là donc, ce Kashmere Vale, bien c'est la zone des étangs, et là on peut même louer des barques et aller s'y promener. Et il y a un jardin botanique, la Brooklyn Botanic Garden, mais en dehors de ça, alors c'est moins identifiable cette notation qu'il nous fait là de old fashion garden, mais ça semble être tout simplement une roseraie. Et là aussi, la roseraie, on sait que dans les années 30, elle va être rénovée, refaite, donc probablement c'est ça, sa balade. Et si vous prenez les distances, alors Greenwood Cemetery, il y est aussi allé avec George Kirk il n'y a pas si longtemps. C'est dans ce cimetière, le Greenwood Cemetery, qui a ces vieilles tombes hollandaises qui pour lui sont aussi importantes. Il y relève des noms propres. C'est un des côtés là, de ces documentations préalables que la fiction annule, mais qui n'en sont pas moins un substrat nécessaire. Il y a toujours, Innsmouth et Newburyport, etc., des phases de repérage et de documentation, comme l'expédition Byrd avant Montagne de la Folie. Le paradoxe que Montagne de la Folie, qui s'appuie sur les récits de l'expédition Byrd, tous les articles de presse, le manuscrit est refusé et bloqué, et donc le livre de Byrd narrant son expédition sera publié avant Montagne de la Folie. Et je parlais de l'Athenaeum Library, cette petite bibliothèque municipale de Benefit Street. Ce qui avait été extraordinaire encore en 2015-2017, c'est que vous vous promeniez dans les vieux rayons, vous trouviez ces livres que Lovecraft avait tenus en main. Des livres sur les sous-marins, des livres sur les expéditions polaires. Vous preniez en main dans les rayons, librement, ces livres que lui, dans ce même rayon, 90 ans plus tôt, avait pris, s'était assis pour rédiger ces notes de documentation, ou tout au moins
la part mentale d'intuition, comment on la fabrique dans ces temps de lecture. Voilà, et ça, ça a été juste l'été dernier, après un an de travaux, c'est fini, il fallait que la bibliothèque soit moderne. En tout cas, à partir de 169 Clinton Street, il marche jusqu'à Prospect Park et prend du temps dans Prospect Park puisqu'il nous dit, faute, hop la et prend du temps dans Prospect Park, puisqu'il nous cite au moins 3 endroits précis du parc. Et quand on trouve facilement sur Internet des plans, des suites de plans. Prospect Park, les plans édités, par exemple, tout simplement là, sur les sites de la Public Library, la grande librairie de New York sur la 5e avenue. C'est un régal d'aller se balader dans comment, même pour faire une carte, et comment on repère, comment on symbolise, mais ça, à chaque époque, le plan de Prospect Park est différent, même si chaque fois, les éléments repérables sont exactement les mêmes. Faites l'expérience si vous voulez. En tout cas, ce qui est intéressant là, c'est qu'il dit « Je reviens par Union Street et le canal ». Alors le canal, évidemment, le canal, il est ici, c'est le Governor's Canal qui arrive là, qui rejoint la zone des piers, là toujours l'IKEA qui sert de repère maintenant aujourd'hui, cette espèce de gros cube bleu, tous ces vieux piers qui sont maintenant là encore un petit peu réaménagé, mais bon, on n'enlève pas comme ça l'histoire de ce quartier. Là, la ligne 7 là, qui surplombe le canal avec une des endroits pour moi les plus incroyables de New York, avec ces vieilles casses et ces trucs là de tri, de métaux. Si je vais par là, par exemple, tiens, on peut le regarder d'en face depuis là, ce coin là, depuis le bout de ce truc, le canal. Non, on va tomber sur un jour, ah oui, mais quand même, si, vous voyez, c'est ça. Et la ligne de métro, la aérienne, la voilà. Et tout ce qui se passe dessous, est-ce que la Google Streetcar, elle est allée sous la ligne de métro? Ouais, mais là, même ça, on peut regarder. Ce vieux cimetière des bus jaunes, les cimetières, ils doivent bien s'élancer chaque matin pour aller faire la cueillette des gamins. Et si là, on va arriver au canal, voilà l'ambiance aujourd'hui. Alors quand vous descendez du métro, c'est par ces escaliers. Vous savez que souvent, ils s'arrêtent aussi, pas celui-là, mais les métros qui sont plus près, là, pour eux, donc près du City Hall de Brooklyn. Là, il y a des magasins d'alimentation, les toutes petites boutiques. Voilà ce qu'est à cette époque-là. Donc c'est ce canal qui pour eux est une zone d'exploration urbaine qu'ils pratiquent en tant que telle, en la nommant exploration urbaine. Et ça, jamais oublier ça. Encore un petit point là sur ce pont. Quand on a ce genre de pont là qui reviennent, qui traversent le canal comme lui le fait, évidemment, on a ces architectures. On est évidemment dans un endroit où la ville à la fois s'annule et se conquiert. Par contre, ça, ce qui reste là, ça, c'est la magie de Brooklyn. Et ce bâtiment, on peut penser qu'il est maintenant, lui, préservé, même si à côté, eh bien, il y a ça. Alors, on revient de nouveau. Là, on était sur ce pont ici. Et on va chercher le coin de Union Street, puisqu'il dit « Je reviens par Union Street ». Là, voilà. Alors, Union Street, qu'elle redescend, là, Grand Army Plaza et Prospect Park, elle redescend comme ça. Lovecraft, en bas, on a souvent aussi parlé de Atlantic Avenue, c'est-à-dire juste en bas de chez eux, là, il y a ces piers où il y a des ferries qui vont vers Staten Island, vers Elizabethville, et même Manhattan, mais Union Street, elle suit ce trajet, donc il revient tout droit, et c'est pas rien. Union Street Bridge, puisqu'il nous dit, en traversant le canal par Union Street Bridge, eh bien, on y va voir de suite. On a l'ombre de la Google Car
Et c'est étrange parce qu'apparemment, on a seulement des images de 2016. Google n'a pas fait de relevé depuis, ce qui m'étonne énormément. Et on n'en a pas plus tôt, alors que sur d'autres zones de New York, on a tout un étagement des images. C'était une petite frustration. Mais en passant sur ce pont, les ferrailles, les grilles, elles, c'était déjà les mêmes en 1925. Ce pauvre pont, peut-être les barrières ont été refaites, mais ça a l'air un peu branlant. Et par contre, si la couleur de l'eau, vous savez, ce canal qui... On est en pleine période de prohibition qui traditionnellement sert là à balancer les cadavres de ces messieurs. Eh bien, on a au moins ce bâtiment-là de vieilles briques, là, ce mur-là. Lovecraft le voit ce jour-là. Là, apparemment, on a un truc qui permet de laisser passer des bateaux en soulevant ou en faisant tourner peut-être le tablier. Oui, c'est un pont qui donc peut tourner. Voilà, la promenade de Lovecraft aujourd'hui. Et si on s'en va dans mon PDF, oui, le 80e. Ça veut dire qu'il vous en reste encore 290 à recevoir chaque matin dans votre boîte mail si vous nous faites le cadeau pour 20 balles de nous rejoindre. Ouais, c'est le jour. Chouette. Un dimanche. Le dimanche, faut que ça serve à ça, non? Voici donc dans le PDF le facsimilé. Vous voyez bien là, Lockhart Hill, Old Fashioned Garden, Val Cashmere, et puis retour en revenant par Union Street, en traversant le canal, retour au 169. J'ai mis une copie écran là, à l'instant de ce Google Street View. Le petit dépli que j'en fais, c'est le texte. Bon, là j'improvise. Et vous savez, quand vous faites cette impro tous les jours, il y a deux stades. Il y a le prise de repérage. Et qu'est-ce que tu écris directement là? Parce que tu découvres. Et ensuite, la vidéo, tu as sédimenté et la découverte et ce que tu as écrit. Donc, l'impro part sur une autre. Donc, c'est rarement la même chose que je dis là dans le PDF et ce que je réimprovise. Là, par exemple, c'était ça qui m'avait frappé. Kirk repart à 13h, ok. Mais HPL, Take Walk, Prospect Park, Lovecraft part en excursion, Prospect Park. C'est-à-dire qu'il parle de lui à la troisième personne. Et là, c'est pas une question psychologique, c'est une question de quel est le statut de ce qui est noté dans le journal. C'est-à-dire que le journal, là, ce que je vous montre là par le petit carnet, c'est aussi ce qu'il le voit, lui. Alors on voyait un bonhomme sur le pont Union Square au-dessus du Governor's Canal. Eh bien, le carnet est cette Google Car qui regarde et suit Lovecraft se balader. L'instance du carnet à la troisième personne est une instance objective où Lovecraft, devant nous, se déplace. C'est pas si fréquent que ça, mais cet usage est pour tout le monde. Tout le monde dispose d'initiales. Sonia, SH, sa tante Liliane, LLC, la tante Annie, PG, Kirk, JK. Il n'y a que Frank Belknap Long, parce que lui, souvent, des fois il l'appelle Belknap, d'autres fois il l'appelle beaucoup plus fréquemment Sonny, le fiston. C'est le seul qui échappe, sinon Kleiner, RK, etc., etc., etc. Et il est temps d'aller voir le New York Times. Alors, comme on est dimanche, vous savez que c'est un numéro qui inclut le supplément littéraire, livret de plus petit format inséré dans le journal. Vous savez, par exemple, rappelez-vous quand Apple a sorti ses premiers Mac Air, les protestations, c'était quoi? C'est que les gens, le dimanche, il y avait tout cet énorme truc du New York Times avec tous les suppléments, et puis finalement, dans l'énorme paquet, ils avaient laissé le petit Mac, et puis hop là, quand ils ont jeté à la poubelle, le petit Mac était parti avec. Ça donne bien l'idée de la matérialité de ce truc-là. Et si on
si on revient, attendez, je fais toujours ce genre de petits allers-retours, mais c'est pas, c'est comme ça, non, le travail au quotidien. Si je prends la semaine dernière, donc là, est-ce qu'il y a mention de la lecture du journal? Non, et il n'a pas le temps, puisqu'il va se balader. Par contre, il va lire là, Prospect Park, il ne nous dit pas le livre qu'il a emmené. Par contre, si on reprend la semaine précédente, c'est qu'à minuit, il était allé acheter le Times. Pourquoi? Parce que les 2 semaines précédentes, le dimanche, il y avait eu répondre à des petites annonces qui cherchaient des éditeurs pour des magazines, pour des mensuels. Et là, on n'a pas ça. Alors probablement, il n'a pas vu d'annonce, mais la veille au soir, oui, c'était read jusqu'à... Alors, il ne nous dit pas ce qu'il lit, mais c'est se coucher à 3 heures, à 5 heures. Ça veut dire que quand ils sont remontés, là, le soir, plus que probablement, il a acheté le New York Times. C'est-à-dire qu'on sait depuis une semaine que c'est plutôt le samedi vers minuit. C'est-à-dire à minuit, il descend acheter le journal. Bien, là, hier soir, il a probablement acheté dès lors. Alors, il y a ce moment où on les voit avec Kirk, ils sont dans la même pièce. Alors, peut-être qu'il y en a un qui a le supplément magazine, et puis l'autre qui a le supplément littéraire, et puis tiens, je te le passe, et puis je te le passe, et puis est-ce qu'on parle, est-ce qu'on fait des commentaires? Mais bien, c'est bien ça qu'il faut imaginer dans ce rapport-là au journal. Alors nous, quand on va y voir, alors j'ai pris un petit article, là, évidemment, toujours, chaque jour, je donne un article. Le point de vue que j'ai pris, c'est, là, par exemple, Find 7 tablets of all Carthage. On a découvert une série de tablettes en écriture punique. Ça, c'est l'information. Il est impossible que Lovecraft n'ait pas lu cet article avec le maximum d'intensité et de précision. C'est-à-dire ces écritures et le déchiffrement d'écriture. Tenez, vous qui connaissez bien Lovecraft, dans combien d'histoires on a ça? Tang, 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 tang. C'est bien. Vous connaissez votre Lovecraft, vous avez fait le compte exact. À la page suivante, il est peu probable qu'il ait manqué cet article avec toute sa culture scientifique et l'intérêt qu'il a depuis toujours pour tout ce qui concerne les questions scientifiques. On est en 1925. Qu'est-ce qui se passera 10 ans plus tard? 10 ans plus tard, 1935, ce sera, ouf, l'arrivée des antibiotiques. On aurait pu guérir Kafka de sa tuberculose. Mais là, Kafka, il y a déjà plus de 2 ans qu'il a disparu. Par contre, dans cette marche aux antibiotiques, il y a tout ce qu'on peut expérimenter avec ce dont on dispose pour l'instant, c'est les antiseptiques. Et l'usage interne, y compris des antiseptiques. J'exagère un peu dans mes petits marqueurs? Non, parce que là, ça fait 80 fois qu'on lit le journal ensemble. Je n'avais jamais vu mention de une petite avancée, là, dans ce sens. Alors oui, on est preneur. Et Lovecraft aussi en est preneur. Ce soir-là. J'ai copié cet article. Find Lost Sister. Après une quête de 50 ans, cette dame a réussi à retrouver sa sœur. Et la sœur qu'elle a retrouvée est encore vivante, mais elle a 102 ans. Ça mérite bien quand même qu'on se la mette là dans un petit coin du PDF, non? Cette petite histoire. Retour sur les choses dont on a parlé, l'incendie de l'hôtel de Palm Beach, mais la tante Annie aurait pu être victime d'un incendie comme ça, puisque apparemment là, elle est sur le chemin de retour de son séjour hivernal de Floride. Et c'est à la 47e ou 48e page du Times, c'est au bout d'un numéro standard que commence le New York Times Book Review, donc la section 3, et que chaque page est dédiée à un auteur. Souvent, l'auteur plus que le livre, ce qui est aussi un tout petit indicateur mineur, mais à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on va avoir les nouveaux livres, les nouveautés, etc. Mais les thématiques passent par les bons hommes. Il y a Barbus? Ouais, il y a Barbus. Est-ce que ça l'a intéressé Lovecraft? Pas sûr.
Sailing the stormy trails of the Vikings. Les Vikings sont-ils venus jusqu'au continent américain? Quoi le prouver? Ça, voilà, ça c'est des choses pour lui. Cette page, oh, alors là, avec Kirk, c'est toi qui l'as lu d'abord ou c'est moi? Horace Walpole, Reminiscences, une édition intégrale des souvenirs d'Horace Walpole. Le château d'Otrante, il n'y a pas si longtemps qu'il a acheté une édition d'occasion du château d'Otrante. Vous 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 souvenez bien de tout ce qu'on a dit, c'était vers le 20 janvier par là. Avec une gravure de monsieur Horace Walpole. Et comment on a pu réaliser cette édition? En reprenant le manuscrit de la collection Morgan. Or, la collection Morgan, elle est exposée cet hiver-là à la Public Library. Lovecraft y est allé 3 fois. Il y est allé une fois avec Frank Belknap Long, il y est retourné avec Kirk et il y est retourné avec Sonia. Comment ça ne l'intéresserait pas? C'est-à-dire ce qu'il a vu, là, des manuscrits de Horace Walpole, voilà qu'arrive un livre avec l'intégralité. Et oui, cette démarche aussi souvenir, quand on fabrique son propre journal, le carnet n'est pas le journal. Par contre, quand il envoie la lettre tous les 15 jours, soit à Lillian, soit à Annie, il dit « suite de mon journal ». C'est-à-dire que le journal, c'est le dépli des notes du carnet. Par contre, nous, on est forcé de remonter au carnet, et le journal de Lovecraft est un journal partiellement absent. Mais la question de l'écrivain et de son journal, là, elle est présente en tant que dimension organique de l'histoire littéraire. Et ça nous intéresse. Ensuite, les dernières parutions de fiction, la pub pour l'encyclopédie britannique, mais lui, il a la Britannica de son grand-père, elle occupe tout un rayon en bas d'une de ses bibliothèques vitrées. Ensuite, on a cette partie magazine, avec une forte présence internationale. Et là encore, des articles d'histoire. Concernant aussi l'art, on a des pages sur le théâtre, sur le cinéma. C'est pour ça, je pense que quand ils sont tous les deux dans la chambre, le samedi soir, qu'ils ont remonté ce journal, puis il y en a un qui prend le magazine, l'autre qui prend le book review, et puis au bout d'un moment, on repasse l'article. Tiens, attends, lis juste le truc sur Walpole, passe-moi le magazine en attendant. Voilà, c'est comme... Ça, c'est pas de la divination, c'est juste une probabilité. Et puis le troisième supplément, qui est un supplément photographique. Et là, techniquement, ce qui est important aussi, c'est cette espèce de vocabulaire d'organisation de la page. Aujourd'hui, on n'utilise, nous, plus du tout le médaillon en ellipse verticale. Par contre, ces cascades d'images qui ne sont pas des formats photographiques, qui sont là comme avec les vidéos au format short. On utilise la verticale pour fabriquer du récit avec du récit séquencé d'images. Là, avec ces 3 images-là, on en a une sorte de preuve. C'est-à-dire que le vocabulaire typographique du magazine photo. Alors, plus tard, nous, on aura le roman photo. Aujourd'hui, on a le roman graphique. Mais cette dynamique, par exemple, sur la diagonale, ou ces répétitions de la même image avec 2 points de vue différents. Et vous voyez que la proportion verticale n'est pas exactement la même dans ce cas-là. Voilà, typiquement, là, pouvoir saisir en direct un point où la technique, c'est-à-dire la résolution de la reproduction photographique dans un journal où, évidemment, on parle milliers de trucs sur les rotatives, c'est très pixelisé, c'est schématique, mais donc le renforcement, alors regardez ici comment les 3 médaillons ellipsoïdaux, avec chacun une proportion différente entre petite dimension et grande dimension, celui-ci étant presque circulaire, s'entrelacent et que le croisement, là, devient signifiant pour le lien entre les 3 images. C'est-à-dire que la typographie s'invente en rapport aux questions techniques de la reproduction de masse. On fait du Walter Benjamin à la petite semaine? Non, en 1927, il écrit quoi, Benjamin? Il écrit ce texte incroyable disant que au Moyen-Âge, on était sur les lutrins et on écrivait à l'oblique en recopiant dans les monastères. Avec le livre, on est passé à l'étude horizontale et que le journal, c'est le redressement à la verticale. Donc, peut-être que justement, c'est Walter Benjamin qui nous a
aider là à nous dépatouiller d'objets typographiques comme celui-ci. Alors dans mon petit PDF, qu'est-ce que je vous ai mis? Ces articles qu'on vient d'apercevoir sur les antiseptiques, la découverte des tablettes d'écriture punique à Carthage. Ah oui, ça! Vous savez, au cinéma, il y a des bobines, puis il faut que l'opérateur soit présent, il y a une lampe qui chauffe énormément. Le pauvre type, il a une crise cardiaque. Enfin, le pauvre gars, quoi. Je dis, c'était pas ça. Et les spectateurs continuent de voir le film alors que l'opérateur est mort. Il n'y a qu'à la fin de la bobine. Quand il se passe rien, et ça c'est dangereux parce que ça chauffe et c'est la pellicule. En moins d'une demi-heure, on a trouvé un remplaçant. Est-ce que vous croyez que les spectateurs se sont aperçus? Vous savez, à la SNCF, on dit, bon, un incident non dépendant, incident technique indépendant de notre volonté, vous me priez de la patience pour cette atelier. Ouais, je vous parlais de petit timbre-poste. C'est le petit timbre-poste de l'opérateur mort pendant la projection du film. Et un autre arrive et le film continue, the show must go on. Alors que l'opérateur a changé, mais que personne ne le sait. Et pendant ce temps-là, on enlève le corps du mort. Prospect Park, évidemment, c'est pas difficile d'aller chercher. Quand on sait ce qu'on cherche, on les trouve. En 1925, c'était quoi? Le cimetière Quaker. Alors, on a beaucoup d'images, on a des tas d'images sur l'histoire de Prospect Park. Mais celle-ci, elle est prise dans les années 20. Lookout Hill, l'éminence avec l'horizon. Alors évidemment, là, la photo, tu vois pas grand-chose. Mais vous savez bien que même aujourd'hui, avec nos appareils, c'est difficile de faire ce genre de photos. Voilà le point de vue là de la haute éminence de Lookout Hill. Lovecraft, c'est lui qui voit ça aujourd'hui. Et puis là, c'est ici le lac et la fontaine qui s'appelle Veil Kashmir. C'est un peu touristique, je fais de mon mieux, c'est lui qui est touristique aujourd'hui. Les articles dont je vous ai parlé, et évidemment, je vous laisse découvrir, puisque la suite, appel de Kirk, on va ensemble à l'automate, on rejoint Loveman au Double R, vous savez, ce bistrot là qui est vraiment, qui est cher, mais qui est une sorte de rendez-vous artiste. C'est un lieu où, par exemple, c'est un rendez-vous où l'homosexualité est tolérée contre toutes les lois. Et ce Double R, c'est le lieu fétiche de George Kirk et Loveman, plus d'eux que de Lovecraft. Tout simplement parce que ces lumières d'ambiance très sombres, très tamisées par l'épais nuage de fumée qui règne là, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont tous les trois au Double R? Allez, on va voir si vous avez bien écouté les épisodes précédents. Ils écrivent sur des thèmes. On se prend quoi comme thème? Chacun fait son poème. Et au Double R, il n'y a qu'ici qu'on peut faire l'écriture simultanée de poèmes. Et retour à demain.